Bonjour, bienvenue sur La Banquise. L'année 2016 a été la plus chaude de l'histoire de notre planète depuis qu'on y mesure les températures. Aux alentours de Noël, les thermomètres au Groenland affichaient des records de 20 degrés au-dessus des normales saisonnières, pour autant que l'on puisse encore parler de normales saisonnières. Avec le réchauffement climatique et la fonte accélérée de la banquise, ce qui était inimaginable il y a 30 ans encore devient possible, tout change. Cet énorme brise-glace est le plus puissant jamais construit. Ce monstre à propulsion nucléaire a été mis à l'eau en juin dernier par la Russie. Il est le premier d'une série de 3 destinés à ouvrir de nouvelles voies maritimes. Passer par le nord de la Sibérie sur cette ligne orange raccourcirait de 40% les trajets entre la Chine et l'Europe en évitant le canal de Suez. L'autre passage en bleu par le Grand Nord canadien économiserait 7000 km entre Yokohama au Japon et le port de Rotterdam en Hollande. Et puis, vous avez sans doute vu ou entendu que Barack Obama, dans une ultime flamboyance écologiste, a décrété l'interdiction permanente des forages dans les régions arctiques dépendantes de la souveraineté américaine, mesure que son successeur pourrait d'ailleurs rapidement remettre en question. Car bien sûr, l'espace arctique recèle de formidables réserves énergétiques, gaz, pétrole, minerais de toutes sortes, source de convoitises multiples. Un territoire de près de 18 millions de kilomètres carrés. 7 fois la mer Méditerranée. L'Arctique est un espace hostile, fait de glace, de terres arides, d'un vaste océan, où la nuit s'invite 6 mois par an. 4 millions de personnes vivent sur ces terres inhospitalières, parmi elles 500 000 autochtones, en majorité des Inuits ou des Samis. Cette immense région fascine autant qu'elle déroute. L'Arctique n'est pas un continent fait de frontières tangibles. Premier repère pour définir cette région arctique, c'est le cercle polaire, en orange, le plus simple à identifier. Situé au 66e degré de latitude nord, il symbolise une frontière immuable. Autre repère, la ligne dite des 10 degrés, en blanc. Elle englobe les territoires où la température moyenne n'excède pas les 10 degrés au mois de juillet. La limite du pergélisol, en gris, s'étend au sol gelé, en permanence. Ces deux limites sont par définition mouvantes, en particulier avec le réchauffement du climat. Cette situation n'est pas sans effet sur le plan géopolitique. Les pays limitrophes de l'Arctique, Canada, États-Unis, Russie, Norvège et Danemark, via le Groenland, se partagent ce territoire en vertu du droit maritime international. Des frontières que ces puissances se contestent, car l'Arctique concentrerait plus de 20% des richesses énergétiques inexploitées de la planète. Bonjour Thierry Garcin. Et bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Beaucoup veulent reconnaître votre voix, car vous animez sur France Culture le magazine Enjeux internationaux depuis 33 ans. Quelle magnifique longévité. Vous êtes aussi chercheur associé à Paris Descartes. Et puis, vous avez publié ce livre Géopolitique de l'Arctique. Thierry Garcin, pourquoi cet intérêt particulier pour le grand désert de glace ? Alors, pour un spécialiste des relations internationales, c'était évident qu'il y a une dizaine d'années, c'était un nouveau théâtre des relations internationales qui s'ouvrait à cause notamment du réchauffement climatique et aussi parce que c'est un milieu extrême. Et ça, c'est toujours très attirant, comme le désert, comme la forêt vierge, c'est un milieu extrême et très hostile à l'homme et qui le restera très hostile à l'homme. Ce réchauffement climatique qui s'accélère, la banquise a fondu pratiquement de moitié sur ces 3 ou 4 dernières décennies, est-ce que ça change la donne de cette géopolitique de l'Arctique ? Mais oui, parce que la banquise n'est juste qu'une capsule glacée, c'est de l'eau de mer. Alors elle est en train de rétrécir d'une façon estivale, évidemment, donc en superficie, mais aussi en épaisseur. Et en gros, l'épaisseur maximale de la banquise, c'est 5 mètres. Vous voyez, c'est vraiment une capsule. Alors ça change beaucoup de choses, parce que ça change les routes maritimes, ça change les possibilités ou non d'exploiter des hydrocarbures, et ça change la vie des hommes tout autour de l'Arctique, c'est-à-dire à terre, parce que le sol est en train de se ramollir. C'est ce qu'on appelle en français le pergélisol. Mais est-ce qu'on peut imaginer que des grandes routes maritimes passent dans 10 ans ou dans 20 ans par les côtes sibériennes, par le nord de la Russie? Alors, ce sera beaucoup plus facile par les côtes sibériennes, le nord de la Russie, dans la mesure où ça se fait déjà quelques mois l'été. Ça, c'est une route. L'autre route, la route canadienne, c'est pour beaucoup
Beaucoup plus longtemps parce que c'est une sorte de macaroni extrêmement complexe. Les fonds sont peu profonds. L'été, il y a du brouillard. Les brouillards, c'est l'ennemi évidemment des commandants de bateaux. Et puis, dernière chose, les assureurs ne sont pas chauds pour assurer des cargaisons en pleine nuit, par exemple pendant 6 mois de l'année. Et il n'y aura aucun moyen, en cas d'avarie, d'aller secourir l'embarcation. Et puis, il faut aussi préciser que le système qui régit la gestion du pôle Nord est très différente de ce qui est en vigueur au pôle Sud. Hein. Voilà, le pôle Nord, il n'y a pas de traité international, il y a 5 pays riverains. L'Arctique, c'est une mer avec cette capsule glacée qui est en train de rétrécir, entourée de terre. C'est tout à fait le contraire de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent qui culmine à 5100 mètres d'altitude pour son relief le plus élevé et qui, lui, est entouré de mer. C'est le contraire. Et qui est très loin de tous les hommes et qui n'a jamais eu de population autochtone l'Antarctique. Alors que l'Arctique, lui, a vu quand même des hommes voyager au cours des siècles. Obama, 1 mois avant de quitter le pouvoir, a décrété l'interdiction permanente des forages dans la région de l'Alaska. Est-ce que c'est un acte important et surtout, est-ce que ça va durer avec son successeur? Alors, c'est toute la question d'ailleurs. Le successeur Donald Trump est complètement imprévisible. Le président américain dit tout et son contraire. Alors, ce qu'a essayé de faire donc le président Obama, il est professeur de droit constitutionnel, il est juriste de formation, c'est essayer de verrouiller justement l'exploitation et l'exploration du pétrole, donc dans l'Alaska, dans la mer de Beaufort, dans la mer des Tchouks. Et on va voir comment, simplement, quand vous êtes président des États-Unis et Donald Trump, vous pouvez aussi défaire ces choses-là. Ça va être assez compliqué, paraît-il, techniquement sur le plan juridique, mais il est évident qu'on peut raisonnablement s'attendre à tout aujourd'hui du successeur du président Obama. Alors, avant d'aller plus loin, pour mieux comprendre cette gestion de l'Arctique, je vous propose en carte et en image notre rubrique. À qui appartient le pôle Nord? Pour les Russes, la réponse est simple, c'est à eux. En 2007, ils avaient envoyé un sous-marin sous la banquise à 4261 mètres de profondeur pour y planter leur drapeau. Le Danemark n'est pas d'accord, le Canada non plus. La lutte est bien engagée entre les 5 pays riverains autour de l'interprétation d'un document essentiel, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier son article 76. Cet article accorde automatiquement à tout État côtier 200 000 marins, en plus des fonds marins et de leur sous-sol. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Et si le territoire se prolonge sous la mer par un plateau continental, l'État riverain peut réclamer jusqu'à 150 000 supplémentaires, soit un maximum de 350 000 marins à partir de la côte. Au-delà, ce sont les eaux internationales, accessibles à tous, pour l'instant. Pour l'instant, car sous la banquise existe un monde mal connu que les analyses par sonar commencent à révéler. On y trouve entre autres des chaînes de montagnes marines, dont la fameuse dorsale de Lomonosov. Cette chaîne de montagnes longue de 1800 km traverse le bassin arctique de l'île Ellesmere à l'île de Nouvelle-Sibérie. La connaissance de ce relief sous-marin est fondamentale pour déterminer à qui appartient le pôle Nord et les ressources naturelles cachées sous la glace. Depuis 2003, les chercheurs canadiens ont pris d'assaut la banquise arctique. À la lumière de leurs analyses, le Canada a déposé en 2013 à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer une lettre d'intention dans laquelle il revendique une partie de l'océan Arctique. Évidemment, le Canada n'est pas le seul à vouloir prouver que la fameuse dorsale de Lomonosov est une extension de son plateau continental, qui augmenterait ses droits jusqu'au pôle Nord. Les Danois, avec le Groenland, le revendiquent aussi, comme bien sûr la Russie qui est aujourd'hui la plus active dans cet espace géostratégique. Aujourd'hui, c'est le statu quo, le partage du gâteau n'a pas été réglé. Mais l'enjeu est de taille car cette région, on l'a dit, recèle des réserves possibles en gaz et en pétrole formidables. Plus d'un siècle après la conquête du pôle par l'Américain Edwin Peary, les scientifiques se disputent pour une nouvelle conquête. Quand on dit l'Arctique recèlerait 20% ou plus de 20% des réserves possibles en gaz et au pétrole,
Qu'est-ce qu'on entend par réserve possible? Alors, réserve possible, c'est des réserves, en tout cas pour l'instant, pour l'heure, non prouvées. C'est-à-dire qu'en 2008, le US Geological Survey américain, donc, a déclaré qu'il y avait en Arctique des réserves, donc, non prouvées de, en gros, 13% du pétrole mondial et 30% du gaz mondial. On n'en sait rien du tout. Alors, le gaz, c'est facile à exploiter, il n'y a pas de risque de marée noire, mais le pétrole, en revanche, il est essentiellement à terre pour l'instant. Mais potentiellement, c'est un formidable jackpot pour les majors du gaz et du pétrole. Alors pour le gaz, oui, mais pour le pétrole, une compagnie française comme Total, il y a quelques années, a renoncé à juste titre à explorer et exploiter du pétrole donc dans l'Arctique, à haute latitude, à cause des risques de marée noire. Et ils ont été très échaudés par ce qui s'était passé en 2010, BP dans le golfe du Mexique, où on a mis 6 mois en eau tempérée près de tous les secours possibles américains et mexicains, dans des conditions très favorables. On a mis 6 mois à essayer de mettre un bouchon sur le goulot, c'est-à-dire sur la fuite, et on était même qu'à environ 1500 mètres de profondeur. Donc, si vous voulez le pétrole en Arctique, je crois qu'on peut, à haute latitude, on peut considérer que c'est quelque chose qui n'est pas très prometteur. Thierry Garcin, si vous étiez expert dans les instances internationales, comment trancheriez-vous cette vaste question de la dorsale de Lomonosov? La dorsale de Lomonosov, donc, c'est une prétention russe de considérer que le plateau continental, donc, qui va des côtes russes jusque vers le pôle Nord, cette dorsale puisse aller devant le Groenland danois et devant le Canada. C'est une sorte de montagne sous-marine. Alors, je n'aurais pas à prendre position parce qu'il y a une commission de délimitation du plateau continental qui appartient à l'ONU. Il y a une vingtaine de géologues qui disent le droit, c'est-à-dire qu'ils vont dire de rendre leur avis, ce n'est pas contraignant, en disant voici, cette montagne sous-marine russe va jusqu'à tel point. Mais les Russes disent déjà qu'elle va de l'autre côté du pôle Nord, et évidemment, il faut compter avec la mauvaise humeur légendaire des Russes pour considérer que c'est une affaire qui va durer des années, quel que soit l'avis de l'ONU. On a vu, il y a 5 pays riverains qui se partagent la gestion de cet espace arctique. Bon, il y a quand même encore quelques contentieux. Alors, des contentieux qui, normalement, pourront être résolus par la négociation. C'est déjà le cas en 2010 en mer, évidemment, entre la Russie et la Norvège, qui sont des pays frontaliers à ces latitudes-là. Ça a été réglé au bout de 40 ans, quand même, 35-40 ans de négociation. Et puis, il y a des contentieux entre le Canada et les États-Unis. Il y a des contentieux entre la Norvège et le Canada, etc. Normalement, ce n'est pas le plus important. Et puis, il y a d'autres acteurs maintenant qui ont avancé leur pion dans cet espace. Alors, les Chinois, notamment. Les Chinois. En 2013, par exemple, le Conseil arctique, qui est une sorte de forum qui avait été créé en 1996, vient d'accueillir en 2013 de nouveaux pays européens et surtout asiatiques, notamment la Chine, la Corée du Sud, Singapour, l'Inde, et qui seront des observateurs permanents. Et la Chine a évidemment un brise-glace, qui est un brise-glace de petite capacité. Elle en fabrique quand même, il faut le noter, un second. Et pour elle, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'un jour, l'été seulement, mais l'été, il n'y aura plus de glace au pôle Nord pendant quelques mois. Et ce sera très facile d'aller par la route transpolaire, pour employer une image, qui ira directement par le pôle Nord. Sans longer le Canada, très difficile, ou la Russie, plus facile. Ce sera déjà ma dernière question, mais à l'époque de la guerre froide, avec les sous-marins nucléaires, avec les missiles intercontinentaux, cet espace arctique avec une grande importance géostratégique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins soviétiques, américains, se cachaient, étaient tapis sous la banquise, ce qui les protégeait du rayonnement du bruit, et de là étaient en position de tir pour lancer des missiles intercontinentaux nucléaires contre leur éventuel adversaire. Ça restera très important, l'Arctique, parce que plus vous êtes à des latitudes hautes, plus l'atmosphère elle est moins épaisse à ce moment-là, et plus vous pouvez avoir des capacités importantes en matière de radar. Et les armes antimissiles américaines sont installées, pour certaines d'entre elles, à très haute latitude, Alaska et autres, parce que c'est là où elles peuvent plus facilement atteindre leur cible. Thierry Garcin, merci de votre expertise. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et si vous souhaitez prolonger cette émission, il vous faut lire, bien sûr, le livre de notre invité, Thierry Garcin, Géopolitique de l'Arctique, publié chez Economica en 2013. Tous les aspects sont traités, une référence.
Allez voir le site et le dossier, le reportage réalisé par Temps Présent, l'Arctique, une bombe à retardement. Le réchauffement entraîne une explosion des émanations de gaz méthane. Notre belle planète est en danger. C'est à visionner sur RTS Play. Nous nous sommes plongés aussi dans la géopolitique de l'Arctique sous le signe de la coopération, étude d'un éminent spécialiste, le professeur Frédéric Lasserre de l'Université Laval au Québec. La semaine prochaine, tout autre chose dans Géopolitis, le droit humanitaire bafoué. Nous recevrons Yves Dacor, le directeur du Comité international de la Croix-Rouge. La rédaction, les graphistes, les équipes techniques vous disent merci de votre fidélité. Excellente semaine à vous tous.